recueilli vos observations pertinentes qui pourront renforcer l'action du gouvernement. Honorable Président du Sénat, honorables membres du bureau du Sénat, honorables sénateurs, la question orale introduite par l'honorable Mokonda comporte 8 interrogations. Dans la première interrogation, l'honorable Florentin Mokonda Bonza pose la question de savoir ce qui s'est réellement produit à Goma, malgré l'importance du dispositif militaire mis en place en termes de ressources humaines et de logistique, et à quoi ont servi les chars. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, je vous propose d'établir d'abord les faits avant d'en donner l'explication. Il est vrai, hélas, que le lundi 19 novembre 2012, nos hommes ont finalement dû décrocher et laisser la ville de Goma suite à l'intervention dans les combats et pour la plupart du temps dans nos lignes arrières des forces armées étrangères. Je voudrais informer l'auguste Assemblée que les attaques sur Goma ont été déclenchées simultanément le 19 novembre vers 15 heures locales. Une attaque a été lancée à partir de Mouniki, située à moins de 10 km de l'aéroport. Une autre a été directement dirigée sur l'aéroport même de Goma, à partir du cimetière situé le long de la route qui mène de la ville à l'aéroport. Le cimetière est voisin de la ville rwandaise de Gisenyi, d'où les assaillants se sont infiltrés en s'attaquant directement à l'aéroport. Les unités des FARDC déployées à Goma se sont battues contre l'ennemi en pleine cité de Goma, jusque dans la soirée et pendant une bonne partie de la nuit. Il faut souligner que les FARDC, par respect du droit de la guerre, et s'agissant de combats en milieu urbain fort peuplés dans leur propre pays, ont préféré faire le choix d'épargner les populations civiles de Goma et ses environs, plutôt que de faire usage d'armes lourdes à l'intérieur de la ville, ce qui aurait eu comme conséquence la perte de nombreuses vies humaines civiles, la destruction des infrastructures sociales et économiques, etc. Donc, pour répondre à la question d'honorable, les chars destinés à appuyer les manœuvres à partir d'une certaine distance ne pouvaient être engagés dans la ville de Goma. Le 20 novembre, du fait des renforts venus directement du Rwanda, les combats ont repris et ont amené les FARDC à se replier vers la localité de Saké, située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Pour comprendre ce qui s'est produit, au-delà des compléments d'information que les ministres de l'Intérieur et les ministres des Affaires étrangères auront pu vous fournir, il me semble utile de vous demander de saisir et de bien évaluer l'environnement militaire dans lequel les forces armées de la République opèrent depuis quelques années. Je pense ici notamment aux questions liées à l'organisation et à la composition des forces armées, ou encore questions liées à la structuration de la chaîne logistique d'approvisionnement et au commandement. Il s'agit là des points très importants sur lesquels nous travaillons sans relâche et sur lesquels nous devons tous réfléchir dans le seul intérêt supérieur de la nation pour envisager les pistes de solutions les plus rassurantes et salutaires. Permettez-moi de relever à titre d'exemple l'organisation de la composition de nos forces qui découle des décisions prises depuis les dialogues intercongolais et plus précisément de la décision d'intégrer toutes les composantes et entités belligérantes au sein de l'armée nationale. Intégration qui s'est poursuivie également avec l'incorporation des combattants ex-CNDP et autres groupes armés qui opèrent au nord et au sud Kivu. De sorte que, aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo sont composées des factions issues des différents horizons qui ont des différents profils et des différentes sensibilités. Excusez-moi. Vous admettrez donc avec moi que si le processus politique mis en route par les dialogues intercongolais a rapidement conduit à l'organisation à 2 reprises des élections qui ont donné lieu à la mise en place des institutions nouvelles et à des dirigeants légitimes, en ce qui concerne la réforme de l'armée,
la tâche s'est révélée plus complexe et nécessite en revanche plus de temps et des moyens pour former une armée réellement moderne, efficace, professionnelle et dissuasive. Honorable Président du Sénat, honorable membre du Bureau du Sénat, honorables sénateurs, la deuxième interrogation de l'honorable Mokonda Bonza se rapporte à la chaîne de commandement à l'Est et au Nord-Est, et il pose la question de savoir, je le cite, comment expliquer le fait que toute la chaîne de commandement à l'Est et au Nord-Est n'est confiée qu'aux officiers ayant appartenu à l'ex-CNDP. Avant d'expliquer, il convient de voir d'abord si le fait tel qu'il est rapporté est exact. Évidemment, je comprends la sensibilité de la majorité des compatriotes sur cette question fort délicate. Mais je peux démontrer que la réalité n'est pas dans la mesure de ce qui est généralement affirmé. En effet, la réalité, appuyée par le recensement biométrique, effectué avec le concours de l'Union européenne à travers sa mission ESSEC, est que, autant dans le commandement des unités opérant au nord et au sud Kivu que dans la composition même de ces unités, les éléments issus de l'ex-CNDP constituent près de 15% des effectifs, officiers et hommes de rang confondus. Il est donc clair que la composition des états-majors de commandement et des unités a été faite de façon que les 85% représentent des éléments n'ayant pas appartenu à l'ex-CNDP. Et donc, ne voir dans ce commandement et dans ces unités rien d'autre que les hommes issus de l'ex-CNDP, c'est exagéré et peut-être s'aveugler délibérément, à moins de remettre en cause globalement la présence des soldats issus de l'ex-CNDP dans notre armée nationale. La troisième interrogation de l'honorable Mokonda Bonza se rapporte à l'accord signé le 23 mars 2009 et qui stipule, selon lui, dans son article 8, ce qui suit, je le cite, « Se fondant sur la nécessité d'une meilleure prise en compte possible des réalités sociologiques du pays, le CNDP a proposé un modèle de découpage du territoire national. » L'honorable Mokonda Bonza aimerait savoir quel est notre entendement sur ce modèle de découpage et il demande de remettre au Sénat en annexe à la réponse les textes de cette proposition. Honorable Président du Sénat, honorable membre du Bureau du Sénat, honorables sénateurs, je peux bien mesurer la préoccupation de l'honorable sénateur à un moment où tous nous combattons les démons de la balkanisation qui hantent certains. Mais permettez-moi de répondre à cette question qu'en ma qualité de vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, la conservation ni la gestion de la mise en œuvre d'un tel accord n'est pas de mon ressort, en dehors peut-être des questions militaires qui pourraient apparaître ou y être liées. Aussi, je suggérerais que ce texte soit demandé peut-être à mes collègues. Dans la quatrième interrogation, l'honorable sénateur fait allusion au même accord du 23 mars 2009 qui aurait prévu, à son article 10, que je cite, « Le CNDP avait proposé des orientations stratégiques pour la réforme de l'armée. » De là, il a posé la question de savoir s'il doit comprendre par là que l'affectation des officiers issus du CNDP sur tout le long de la bande est du pays, de Kalemi à Aru et au nord de la province orientale, de Farage à Ango, procéderait de cette logique. Je voudrais répondre à cela en 4 points. D'abord, s'agissant de ces orientations stratégiques, je pense qu'à ce stade, nous pouvons nous accorder sur 2 choses. Premièrement, il y a effectivement un accord avec le CNDP dans les circonstances que nous connaissons. Deuxièmement, le M23 clame aujourd'hui, arme à la main, et manifestement sans justification valable, le non-respect de cet accord. Il est évident que le CNDP avait émis des prétentions, comme d'autres intéressés auraient pu le faire. Mais en vérité, le CNDP n'a fait qu'émettre de bonnes intentions et n'a jamais rien soumis de concret. Mais, et
c'est le deuxième point de ma réponse, la réforme des forces armées a été initiée et elle se fonde sur des options et des orientations stratégiques qui sont susceptibles de guérir notre armée d'états qui ont été identifiés à la lumière d'un diagnostic qui a été fait sans complaisance. Le plan de cette réforme n'est pas établi pour contenter qui que ce soit, mais plutôt pour doter notre pays d'un outil de défense capable de lui assurer la sécurité dont il a besoin pour se développer. La réforme de l'armée s'exécute suivant le plan proposé par le ministère de la Défense nationale des anciens combattants, avalisé par les conseils supérieurs de la défense, dont le processus d'adoption et de publication des textes légaux essentiels entamé depuis quelque temps se poursuit. Et c'est dans ce cadre que la loi portant organisation et fonctionnement des forces armées a été promulguée. La réorganisation des unités des FARDC en régiment, suivie de leur affectation à travers l'ensemble du territoire national, procède d'une mise en œuvre des objectifs poursuivis par la réforme dans sa première phase, à savoir rétablir la situation sécuritaire normale. Je parle des objectifs de la réforme. Recréer une ambiance normale de travail entre les forces issues des divers processus d'intégration. Rapprocher des normes universelles les unités issues des différentes factions en les réorganisant. Mettre le personnel de la future armée à un niveau de formation acceptable en utilisant toutes les opportunités offertes et amorcer le rajeunissement du personnel de cette armée en sortant entre-temps tous ceux qui ont atteint les limites d'âge. Enfin, en guise de quatrième point de ma réponse, s'agissant de l'affectation des officiers dans le commandement, non seulement des Kalemi à Aarhou ou des Faradj à Ongo, mais pour l'ensemble des forces armées, je dirais que cette affectation n'est pas faite en fonction de groupes ou de communautés. Elle répond à des impératifs d'une stratégie mise en place par les autorités de l'armée, dont l'état-major général. En guise d'illustration, permettez-moi que je vous cite quelques exemples dans l'espace même évoqué par l'honorable sénateur. L'unité FARDC de Kalemi est commandée par le colonel Izumbu Lugeni Jean-Marie, de l'ex-composante gouvernement. Il est secondé par le colonel Kabezia, de l'ex-entité Maïmaï. Le secteur d'Ouvira est commandé par le colonel David Rougaï Sengabo, qui n'est pas ex-SNDP. Il est secondé par le colonel Opia, qui n'est pas ex-SNDP non plus. La 10e région militaire du Sud Kivu est commandée à Bukavu par le général Massunzu Pacifique, qui n'est pas ex-SNDP. Des responsables des opérations dans la même province est le colonel Kaimbi Delphin, qui n'est pas non plus ex-SNDP. La région du Nord Kivu, à Goma, est actuellement commandée par le général de brigade Baouma Mbamba, qui venait de succéder au général Mayala vainqueur, les deux n'étant pas non plus ex-SNDP. S'agissant de Aarhou, je voudrais informer l'auguste Assemblée que cette localité fait partie du commandement des opérations basé à Bunia, et que ce commandement est assuré par le colonel Sikabwe Fall, qui n'est pas non plus ex-SNDP. Toujours à propos de Aarhou, je voulais également signaler que cette localité est sous le contrôle de l'unité basée à Mahagi et qui est commandée par le colonel Tony Mwangala, qui est un ex-Tigre. Pour ce qui est de Ango, la sous-unité FARDC qui est déployée est sous le commandement du lieutenant-colonel Eugène Wangu Ndolo, issu de la composante ex-gouvernement. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, la 5e question de l'honorable Mokonda Bonza apporte aux dispositions prises pour éviter à Kalemi, Uvira, Bukavu, Beni, Bunia et Kisangani de subir le sort de Goma. Tout en observant les limites des matières qui sont du domaine des opérations en cours et de celles qui sont couvertes par le secret défense, j'aimerais demander à l'auguste Assemblée d'admettre qu'en perdant le contrôle de Goma, les FARDC n'ont pas nécessairement perdu la guerre. Nous n'avons rien à gagner
en adoptant une attitude défaitiste. Les FARDC ont le devoir sacré, et c'est leur mission, de prendre effectivement des dispositions appropriées pour défendre le territoire. Pour cela, elles ont besoin de plus de soutien et de plus de cohésion nationale. Sans oublier naturellement les dispositions d'ordre diplomatique ou politique avec lesquelles nous devons compter également dans les circonstances actuelles. À ce propos, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, sensibilise des organisations internationales et sous-régionales auxquelles la République démocratique du Congo a adhéré pour trouver des solutions efficaces susceptibles de mettre rapidement fin au conflit. C'est ce qui explique les multiples déplacements effectués par différents ministres, dont moi-même, pour s'impliquer dans les processus de discussion au niveau notamment de l'Union africaine, de la CRGL et de la SADC. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, dans sa 6e interrogation, l'honorable Mokonda Bonza pose la question claire des compétences militaires et veut savoir, je le cite, pourquoi n'êtes-vous pas parvenu à bâtir une armée nouvelle comme l'avait recommandé le dialogue intercongolais? Même registre, pourquoi refusez-vous d'utiliser les services des compatriotes formés jadis dans les académies militaires européennes et américaines, dont certains sont prêts à se mettre à la disposition de la République? Non. Il faut que je vous rappelle qu'une nouvelle armée a été effectivement bâtie au lendemain du dialogue intercongolais. Peut-être n'est-elle pas celle que nous attendons. N'est-elle pas encore celle que nous attendons. Rappelez-vous que c'est à l'issue du dialogue de Sun City que le RCD, le MLC et le groupe Maïmaï avaient été intégrés au sein des forces armées congolaises, à l'époque appelée FARC la cycle, pour former ensemble une nouvelle armée baptisée depuis lors Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. Refuser les services des compatriotes jadis formés dans les académies, je ne pense pas que le gouvernement en a fait une religion. Depuis le dialogue intercongolais, n'avons-nous pas connu à la tête de l'armée un Liwanga, amiral formé sous la Deuxième République, un Kisempia, général formé sous la Deuxième République, un Dieudonné Kayembe Mbandakulu ou encore un Didier Tumbalongila aujourd'hui, tous formés jadis dans les grandes académies militaires étrangères. Je voudrais rappeler aux honorables sénateurs qu'à l'entrée de l'AFDL, la plupart des officiers qui commandent notre armée aujourd'hui avaient quitté le pays de peur d'être poursuivis. Et vous avez vu leur retour, et beaucoup de postes de commandement au niveau de l'armée sont assurés par ces mêmes officiers. Donc, je n'ai cité que les têtes. Honorable député, l'armée fait plutôt, honorable sénateur, excusez-moi, l'armée fait appel à tous les compatriotes qui sont prêts à servir notre parti avec loyauté. Il y en a qui s'abstiennent volontairement, c'est leur droit. Comme je l'ai à maintes reprises répété, l'armée dont dispose la RDC aujourd'hui est encore une maison fragile en construction, bâtie sur une mosaïque issue des divers processus d'intégration. Cependant, l'Auguste Assemblée conviendra avec moi que la construction de cette armée que nous attendons n'est pas une question de quelques jours. C'est un processus long qui s'étendra sur des années. C'est l'objet de la réforme que le gouvernement a entreprise et que nous sommes décidés à conduire avec détermination. Cependant, alors que cette œuvre se construit, elle subit des assauts meurtriers auxquels elle résiste encore faillamment de la part de tous ceux qui convoitent nos ressources et veulent nous voir éternellement en situation de faiblesse afin de nous asservir continuellement. Ne perdons pas cela de vue, honorable sénateur. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, dans sa 7e interrogation, l'honorable Mokonda Bonza pose la question de coopération militaire, en me demandant si nous n'avons pas tenté d'actionner quelques accords militaires bilatéraux
afin de réduire le M23 avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Oui, nous disposons d'un certain nombre d'accords militaires bilatéraux qui se rapportent généralement à la formation et à quelques arrangements techniques tels que le financement de la construction de certaines infrastructures. Mais en termes d'assistance concrète dans le cadre d'une agression, il n'y a pas d'accord militaire bilatéral qui ait pu être actionné à l'événement de l'insurrection du M23. Il existe dans le cadre des organisations sous-régionales, la SADC, la CRGL, des protocoles de non-agression et d'assistance ou de défense mutuelle. Ce que nous essayons d'actionner dans les différentes rencontres que nous organisons et dans lesquelles nous nous impliquons. Dans la 8e et dernière interrogation, la préoccupation de l'honorable sénateur Mokonda Bonza se rapporte aux manifestations qui ont suivi la chute de Goma. Il demande si un bilan des manifestations de Kisangani, de Bunia et d'ailleurs, s'il y a lieu, peut être communiqué au Sénat. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, à ma connaissance, l'armée n'a pas été impliquée dans ces manifestations. Il me semble que cette question était adressée à Monsieur le ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, en sa qualité de responsable de la police nationale, et qui, j'en suis persuadé, a pu mieux vous satisfaire sur cette préoccupation. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, je crois avoir épuisé les 8 questions orales introduites par l'honorable Florentin Mokonda Bonza, sans devoir étaler des faits dont la divulgation risquerait de mettre en péril la survie de notre pays. Je reste à vos dispositions si l'auguste Assemblée éprouve le besoin de quelques éclairages supplémentaires, et je vous remercie pour votre aimable attention. Honorable sénateur, chers collègues, vous venez de suivre l'exposé du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Après le débat, ceux qui veulent s'inscrire se fassent connaître. Honorable Che Okitundu, honorable Lombeya, Abibi, Adambu, Yolo, Ndolela, Ngongoluo, Ngumbi, Nkole, Koimafuta, Kisimba, Omba, Mwaka, Ramazani, Droti, Mokeni, Kinkontu. Mais non, reste tranquille. Tu es arrivé en retard, reste tranquille. Bongongo. Nembangba. Moulaï. Ruigua. Il y a encore quelqu'un qui veut se faire inscrire? Honorable Che Okitundu, ouvre le banc. J'ai à Monsieur le vice-premier ministre et ministre, je voudrais vous dire, les questions qui vont être posées en vrac par les uns et les autres. C'est à vous-même à serrer les questions pour y répondre adéquatement. Monsieur le Président, je vous remercie pour la parole. J'aimerais saluer de prime abord. Je demande à l'honorable Abibi de se préparer. J'aimerais de prime abord, Monsieur le Président, de saluer la présence du vice-premier ministre chargé de la Défense
ainsi que celui de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Je salue aussi le vice-ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, et de l'Intérieur. J'ai écouté tout à l'heure la motion de mon cher frère et ami Kalamba. C'est vrai, la question posée concernant la décision prise par le Fonds monétaire international est importante, mais je pense que le débat de ce jour, à partir du moment où notre pays est agressé, je crois que cette question de la violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo et de son intégrité territoriale est une question éminemment prioritaire. Et cela sans minimiser ce que notre collègue nous a dit concernant le Fonds monétaire international. Alors, Monsieur le Président, j'ai quelques interrogations. Si je me souviens bien, Monsieur le Président, l'histoire se répète. Ce que nous vivons actuellement est devenu comme une répétition périodique d'une situation que nous avons déjà connue. Et c'est pour ça que je voulais ici faire quelques observations au ministre des Affaires étrangères, particulièrement à ce qui concerne l'agression de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, l'Ouganda et le Rwanda, dès lors qu'il s'agit de la RDC, sont des complices. Nous avons eu à expérimenter ces deux pays, Monsieur le Président, et je le dis en toute connaissance de cause. En tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères. Ces pays, effectivement, avaient agressé la République démocratique du Congo. Et rappelez-vous le combat que nous avons mené rien que pour faire reconnaître l'agression, Monsieur le Président. C'est pour ça que, excusez-moi de la passion, on a eu énormément de peine à faire reconnaître l'agression dont notre pays était victime. Il a fallu la guerre dans la guerre à Kisangani, entre deux armées, celle du Rwanda et de l'Ouganda, pour que finalement le Conseil de sécurité des Nations Unies arrive timidement d'ailleurs à reconnaître l'agression. Elle ne l'a pas reconnue explicitement dans les différentes résolutions qui ont été prises. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, qu'à l'époque, on a fait feu de tout bois. Il n'y a aucune instance chargée d'examiner la question concernant la souveraineté de notre pays qui n'a été saisie. On a été partout, Monsieur le Président. Et particulièrement au Cour international de justice. Parce que, comme vous savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies est un organe, effectivement, principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale, mais c'est un organe éminemment politique. Et quand on est au Conseil de sécurité, Monsieur le Président, même quand vous avez raison, vous pouvez avoir tort. Parce qu'au Conseil de sécurité, il n'y a que les intérêts qui comptent. Et c'est pour ça qu'il est important d'attirer l'attention des membres du gouvernement, à qui je ne donne aucune leçon, mais l'expérience que nous avons vécue nécessite qu'on vous rappelle certaines choses, et sur ce plan, on doit être de plus en plus exigeant. Monsieur le Président, quand nous avons porté l'affaire devant la Cour internationale de justice, l'Ouganda a finalement été condamné plusieurs années après, parce que la procédure est longue. L'Ouganda, Monsieur le Président, est l'objet d'une condamnation formelle de l'organe judiciaire principal des Nations Unies. L'Ouganda nous doit des milliards de dollars au titre des dédommagements pour les dégâts qui ont été commis en République démocratique du Congo, tant sur le plan humain que sur le plan matériel. C'est pour ça que j'aimerais demander à notre ministre si cette décision, l'exécution de cette décision est suivie
Autrement dit, est-ce que tout a été fait? Les décaissements ont suivi. Voilà. Est-ce que l'exécution de décisions, et sinon, quelles sont les démarches qui sont entreprises pour l'exécution de décisions importantes? Et voilà que, non seulement cette décision n'est pas exécutée encore, l'Ouganda récidive, Monsieur le Président. C'est vraiment, non seulement se moquer de la République, que l'on considère aujourd'hui comme une auberge espagnole, mais en même temps des résolutions pertinentes, non seulement du Conseil de sécurité, mais d'une décision judiciaire d'un organe principal des Nations Unies sur le plan judiciaire. C'est quand même terrible. C'est pour ça que il faudra qu'on prenne les choses très au sérieux. Et le vice-premier ministre a parlé de la cohésion nationale. Effectivement, il est important que les gens comprennent que cette fois-ci, si on ne prend pas de mesures efficaces, nous serons la risée du monde entier. Monsieur le Président, les revendications du M23. J'ai beaucoup apprécié l'intervention du ministre l'autre fois. Quel ministre? Le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le Président. Ah, mais il faut le citer. Oui, tout à fait. Qui nous a décrit les conditions de l'élaboration de cet accord. Nous-mêmes, nous l'avons lu. Le préambule est extrêmement important parce que tout a été fait pour que les fondamentaux de la Constitution, s'agissant de la protection de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays, de l'indépendance de la République du Congo, soit sauvegardée. Simplement, il faut quand même qu'on se le rappelle. La Constitution de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président, son article 32, interdit la subversion, utiliser le territoire congolais pour des activités subversives. Donc le M23 aujourd'hui, par ses activités, viole de manière manifeste la Constitution de la République. Donc c'était une association subversive qui viole la loi fondamentale et nous devons en tenir compte. Alors, ce mouvement invoque la non-application du fameux accord auquel je viens de faire allusion tout à l'heure. L'accord du 23 mars 2009. Alors, la deuxième question que j'aimerais poser au ministre des Affaires étrangères, c'est le débat actuel qu'il y a, à mon avis, il faut une certaine clarification, c'est la fameuse clause de la légitimité. Parce que quand on lit l'accord, il a été dit qu'on prendra en compte certaines revendications légitimes du M23. Alors, la question que je pose, est-ce que, Monsieur le ministre, il y a des revendications qui sont légitimes de la part du M23? Et si oui, qui apprécie la légitimité de ces revendications? C'est toute la question. Parce que au centre, mais quand j'ai lu l'intervention du représentant permanent du Rwanda au Conseil de sécurité, il a fait une allusion dans ce sens, avec ironie d'ailleurs, que le gouvernement de la République lui-même a reconnu qu'il y avait des revendications légitimes de la part du M23 et qu'il fallait prendre en considération. Il faudrait que ça soit clarifié, parce qu'à mon avis, il n'y a aucune revendication légitime, si je me réfère au préambule de cet accord, auquel d'ailleurs le ministre a fait allusion derrière moi. La question de la médiation, Monsieur le Président. Voilà un pays agresseur, avec un président agresseur, et c'est celui de l'Ouganda, pardon, qui, comme par un concours de circonstances, se retrouve au président de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Mais
c'est ce président aujourd'hui qui sert de médiateur sous le prétexte qu'il est le président de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, il y a quand même des questions qu'on doit se poser. Je le rappelé tout à l'heure, non seulement ce pays a agressé notre pays, cette agression a été reconnue sur le plan judiciaire, donc incontestable, et que ce pays nous doit un dédommagement. Ce dédommagement n'est même pas encore effectif, et sous prétexte qu'il est président de la conférence internationale sur les régions des Grands Lacs, ce monsieur est autorisé à servir de médiateur. Il y a des questions, Monsieur le Président, que nous devons nous poser. Et comment le président Museveni va éviter d'être juge et parti? C'est la question. Et maintenant, il est question aussi que nous repartions à Kampala pour ce qu'on ne définit pas encore. À mon avis, il faut quand même écouter la communauté internationale, donc il faut aller à l'écoute de ceux qui sont encore considérés comme des compatriotes. Et quand on voit les actes qu'ils posent, tout à fait, il faut aller les écouter. Mais faut-il, Monsieur le Président, aller à Kampala? C'est ma question. Est-ce que vraiment il est opportun d'aller à Kampala pour engager ce dialogue ou cette écoute du M23? N'y a-t-il pas lieu, Monsieur le Ministre, de proposer une délocalisation de ces entretiens et que ce n'est pas lieu, rien que sur le plan même de la forme? Et par rapport à ce que je viens de dire maintenant, je ne pense pas du tout qu'il soit opportun de toujours se rendre à Kampala. J'ai vraiment une interrogation à ce propos. Donc il y a une question non seulement de l'opportunité, mais de la nécessité d'aller à Kampala. Pourquoi ne choisiront-on pas, par exemple, la Tanzanie? On pourrait aller à Arusha. Parce qu'il est peut-être le président de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, ok, mais dès lors qu'il s'agit de la République démocratique du Congo, il n'est nullement question que ces discussions aient lieu à Kampala. Je crois qu'il y a nécessité d'une délocalisation. Monsieur le Président, la chance qu'a le Rwanda, c'est parce que le Rwanda n'a pas reconnu le principe de la juridiction obligatoire auprès de la Cour internationale de justice. C'est pour cette raison que le Rwanda, et même le Burundi à l'époque, n'ont pas été condamnés. Le seul organe aujourd'hui auprès duquel la République démocratique du Congo peut se plaindre, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je viens de vous dire maintenant, au Conseil de sécurité, c'est la politique qui prédomine, et en politique, il n'y a que des intérêts. Et comme il y a des soutiens importants disposant du droit de veto qui sont au Conseil de sécurité en l'égard du Rwanda, évidemment, il est souvent difficile de faire, pour la République démocratique du Congo, de faire entendre sa voix. C'est pour cette raison que j'insiste sur la question de la délocalisation concernant les prochaines discussions qui auront lieu prochainement. Alors, Monsieur le Président, l'accession du Rwanda au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien entendu, le Rwanda a été peut-être le seul pays à être candidat. Cette candidature a été adoubée par la région, mais aussi par l'Union africaine, si bien que à New York, on a considéré que c'était une candidature du continent africain. Et entre le moment où l'agression avérée aujourd'hui, et je reviendrai à ce propos du Rwanda, a été constatée, et le moment où l'élection a eu lieu, il n'était plus possible de revenir en arrière. La procédure était tellement avancée qu'on ne pouvait plus s'opposer à l'accession du Rwanda au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure, l'autre fois, effectivement, mais ne minimisons pas la présence du Rwanda au Conseil de sécurité, sa capacité de nuisance. Parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises par consensus
au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le consensus au Conseil de sécurité parfois équivaut à l'unanimité. Si bien que le Rwanda, avec la complicité des pays qui le soutiennent, peuvent bloquer certaines résolutions concernant la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison qu'il faut une diplomatie active sur cette question-là, parce que le Rwanda sera jugé parti. Et comme par hasard, le représentant du Rwanda aux Nations Unies a été promis d'ailleurs au rang de ministre. Si bien que, avec ce rang, il a l'avantage aussi de participer à certaines réunions ministérielles. Donc il est important que nous fassions preuve d'imagination pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est vrai que, parfois, contre mauvaise fortune, on peut faire bon cœur. C'est-à-dire que le fait que le Rwanda soit au Conseil de sécurité n'est pas nécessairement un avantage, parce qu'il aura tout le temps à s'expliquer, à être interpellé sur la question de la RDC par ses collègues du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ce ne sera pas facile, mais il importe que de notre côté, nous fassions preuve d'imagination pour que les intérêts de la République démocratique du Congo, lors des réunions du Conseil de sécurité, soient sauvegardés. Ce qui implique qu'il faut des démarches assez importantes auprès de chaque pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je crois que la configuration va changer à partir du 1er janvier. Il faudra inventorier tous ces pays et contacter leur gouvernement. Nous ne devons pas attendre que les démarches que va faire notre représentant à New York. Il faudrait des démarches particulières auprès de chaque gouvernement représenté au Conseil de sécurité pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo et que cette voix soit défendue au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est extrêmement important, Monsieur le Président, parce que on a lu la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies.